Il travaille également sur la qualité de l'eau et les études d'impact environnemental, son laboratoire étant agréé par le ministère de l'Environnement pour les études d'impact. Qu'on a, avec votre permission, veuillez donc afficher les clauses pour la participation à la rencontre pour faciliter le travail. Voilà, donc on a ici l'agenda. Je pense que c'est déjà fait, cette partie de bienvenue. Euh, il y a également de 13h10 à 14h25 une présentation de l'expert, questions diverses. Mais avant cela, je pense qu'il y avait une partie sur les consignes. Pouvez-vous partager ça? Les consignes vont descendre après l'agenda, il y a les consignes. Merci. C'est bon pour l'agenda. Vous pouvez passer donc. Voilà donc les consignes pour gagner du temps. On vous demande de fermer votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole, de garder votre vidéo allumée tout au long de la session et positionner votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, activez votre micro et dites votre nom, le nom de votre organisation et votre lieu de travail. Lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux. Assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisant. Et pour les questions, levez la main physiquement ou utilisez les fonctions de lever de la main de Zoom. Action importante, toute question ou problème technique concernant Zoom, merci de contacter le support informatique via le chat. Merci de saisir votre nom complet et le nom de votre organisation. Vous pouvez retrouver les présentations sur ECHO. Soyez informés que cette session est enregistrée. En y participant, vous acceptez d'être enregistré. Nous vous remercions pour votre coopération. Action importante 3. Pour recevoir un certificat de participation, il vous sera demandé de compléter une brève enquête. Un lien sera mis à la disposition dans le chat pour y accéder vers la fin de votre rencontre. Ce lien restera actif uniquement durant les 48 heures suivant la session. Concernant l'utilisation de vos données, le programme ECHO recueille des informations telles que les inscriptions, l'assiduité, les échanges de questions et réponses, les interactions sur le chat, ainsi que les recours d'enquête. Vos informations personnelles seront préservées en toute confidentialité. Ces données peuvent être exploitées pour créer des rapports, des cartographies, des communications, des sondages, garantir la qualité, réaliser des évaluations, mener des recherches et contribuer au développement de nouvelles initiatives. Voilà, maintenant, veuillez scanner le code QR pour rejoindre le groupe WhatsApp. Le lien est partagé dans le chat. Cliquez dessus pour vous enregistrer. C'est bon, Conan? Bravo, docteur. C'est bon pour les consignes? Oui, je Merci. Donc, pense nous que... allons laisser, si c'est bon à votre niveau, on peut laisser la parole à Dr. Diaby. Monsieur Diaby, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Bonjour à toutes et à tous, chers professeurs, chers docteurs, chers participants. Donc, je voudrais remercier la Sociémique et le programme ECHO pour l'opportunité qu'ils nous donnent aujourd'hui pour partager sur un thème très important qui est donc la surveillance de l'environnement. Donc, je vais euh, partager mon écran. Est-ce que je suis autorisé à le faire? En principe, oui. Comment? Oui, prof, il est autorisé à le faire. OK. Euh, Parce que j'essaie là, mais si ça marche pas, je vous l'envoie. Qu'on a peut-être que vous m'aidiez. Réessayez une dernière fois. Lorsque vous cliquez sur partage, regardez en haut à gauche et cliquez sur écran. En haut à gauche, oui, écran. Double-cliquez. Il me dit autoriser Zoom Oui, Mac. accorder l'accès, oui. Oui, c'est ça. Et vous êtes obligé de répondre si c'est Mac. Reprenez l'action après avoir Oui, c'est autorisé. un Mac. Donc, reprenez encore l'action.
Euh, d'accord. Je reprends. Je reprends, mais il n'y a rien qui se passe, hein. Est-ce que vous pouvez nous envoyer rapidement la présentation à Oui, oui, professeur oui, oui, tout de Sénébo? suite. Je pense que Tout de suite. docteur Daba, vous pouvez en profiter pour donner l'opportunité à certains participants pour se présenter. Vous avez une grande Oui, communauté, plus de 76 personnes déjà. Ils sont impatients oui, de voir déjà. docteur Dialbi Mhm, en action. mhm. Merci beaucoup, Conan. Nous allons donc laisser la parole aux participants. Ils peuvent lever la main pour se présenter. Mamadou Thiam, oui. Monsieur Thiam, On va docteur pas Thiam. faire ça à la fin de l'heure. Elle est Mhm. là. Ça prend du temps. On est nombreux. Nous avons décidé de le faire le temps que nous puissions résoudre les problèmes techniques. Je pense que Madame Il y a Mariamou, des, Madame voilà, il y a des Mariamou questions techniques. voilà, elle a pris la Effectivement, on peut parole, le elle peut faire, se hein. présenter. Docteur Daba, elle a pris la parole d'un peu se présenter, elle a ouvert sa Oui, caméra. Veuillez vous présenter. C'est Dika Bonjour à tous. Mamouna, Oui, je oui. suis docteur Doumbia Mariamou épouse Cissé. Mhm. Bonjour. Oui. Votre structure, s'il vous plaît, le Oui, je pays. disais qu'on est nombreux. Est-ce qu'on va pas attendre à la fin de l'heure? C'est ce que je disais. Oui, on a quelques Ben, soucis je suis techniques en docteur attendant Doumbia Mariamou épouse Cissé. Mhm. Bonjour. Bonjour. De quelle structure? Votre organisation? OK. Bonjour, professeur. Je ne sais pas si je peux prendre aussi la parole. Bien sûr, avec plaisir. D'accord, je suis docteur Beignet Komo Kofi Donatien. Je suis de la Côte d'Ivoire, précisément de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, auprès de Ah, professeur Guessen Nathalie, point focal de la RAM Côte d'Ivoire. ah, d'accord. Je suis Bienvenue. également Merci. maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je suis microbiologiste. Ah, microbiologie. Ah, d'accord. Vous êtes parent à professeur Seynabou. Prof, vous êtes là? Oui, je suis Oui, nous Avec, là. sommes là, professeur. voilà. Excusez-moi, Gabi, envoyez-nous la présentation. Oui, c'est fait, c'est fait. Vous l'avez envoyée à qui? À vous et à Conan. Ok, merci. Conan, Comment? allez-y. Mhm. Comment c'est Non, bon? je disais que je suis des soucis techniques. Allô, bonsoir. Est-ce qu'on peut, Mhm. la présentation continue ou bien c'est reporté? Oui, continuez. Je pense que Gabi, on continuer n'a pas la encore reçu, présentation. hein. Est-ce S'il y a un que problème est-ce que technique, c'est Non, envoyé? non, non, après, on Si, doit c'est continuez. envoyé, c'est présenter. bien envoyé. Peut-être c'est en cours parce que moi, je ne l'ai pas encore reçu. Mais Abdoulaye c'est bon. Darasou. C'est bon. Conan, allez-y. Est-ce Allô? Allô? Oui, bonsoir, professeur. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonsoir, Oui. Abdoulaye. Oui, je suis docteur On vous Djarassou entend très Abdoulaye. bien, prof. Voilà, je suis microbiologiste, je suis de l'Université Alassane Mhm. Ouattara et puis je suis associé au CHU de Boaké. Je suis de la Côte d'Ivoire. C'est toujours un plaisir d'être à l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé également. Allô? Merci beaucoup. Un autre participant? Oui, allô. Allô? Je disais que je suis docteur Doumbia Mariamou. Docteur Doumbia Mariamou Cissé. Je suis chargé d'études à la Direction générale de la santé de Côte d'Ivoire. Je suis épidémiologiste de terrain, la première cohorte avancée en Côte d'Ivoire. Je suis en fin de formation. Merci. Je suis Merci beaucoup, hygiéniste et docteur. tous également Mhm. pour Bienvenue. les questions de prévention, contrôle de l'infection. Oui. Merci. PCI. Merci. Un Merci. autre? Mhm. Oui. Et le point focal,
un des points focaux du ministère de la Santé pour la question du One Health. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Bon. Participant en attendant Allô, bonjour professeur. Je me suis déjà pour présenté, mais les comme il y a de questions nouveaux techniques. participants, je peux me représenter. Ok. Rapidement. Bon, on le laisse Allô? présenter rapidement. Oui, madame, avant de commencer. Docteur Khadjatou. Alors, docteur Diaby, c'est vous qui avez présenté. Oui, oui, j'ai pu régler mon problème. Je pense que vous voyez mon écran maintenant. C'est bon, allez-y. C'est Donc, bon. c'est bon. C'est bon, docteur. Merci beaucoup, hein, et désolé pour ce problème technique, hein, j'utilise un Mac et j'ai dû redémarrer. Donc, je voudrais encore une fois remercier CEMIC à travers notre président, le professeur Boy, et tous les membres, mais remercier également le programme ECHO et vous tous, chers professeurs, chers participants, pour nous donner l'opportunité de présenter sur un thème qui est très important, notamment dans le contexte de One Health, qui est la surveillance de l'environnement, comme étant un outil complémentaire à la surveillance clinique. Donc, mon nom est Nuhu Diaby, je suis chef du laboratoire de traitement des eaux usées à l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, un institut de recherche qui se trouve au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La présentation que je vais partager pour vous a le plan suivant. Nous allons faire une introduction pour parler du problème des maladies infectieuses de manière générale. Ensuite, nous présenterons donc les principes de l'épidémiologie basée sur les eaux usées. Nous donnerons des exemples de l'utilisation de cet outil-là pendant la COVID-19. Ensuite, nous parlerons de la résistance aux antimicrobiens et les eaux usées. Et enfin, nous présenterons quelques avantages de l'épidémiologie basée sur les eaux usées avant donc de nous soumettre à un échange avec vous. Comme vous le voyez sur cette carte, les maladies infectieuses constituent un problème de santé publique au niveau mondial. Vous voyez les pays qui sont en Afrique, qui sont en Amérique du Sud et aussi en Asie, sont confrontés à différentes maladies infectieuses comme la tuberculose, comme le sida, les maladies diarrhéiques, le paludisme, la dengue, la méningite, l'hépatite, etc. Et donc, vous voyez que c'est réparti au niveau mondial, mais particulièrement en Afrique. Il y a certaines maladies qui sont très endémiques dans notre continent. Si vous voyez donc dans cette publication sortie en 2018, on voit un peu ainsi en couleur les pays qui sont concernés par la fièvre jaune. Vous voyez que toute l'Afrique au sud du Sahara, excepté peut-être l'Afrique du Sud et quelques pays d'Afrique australe, tous les autres pays sont concernés, y compris le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Congo, le Cameroun, etc. Donc, si on regarde également une autre maladie qui aujourd'hui nous préoccupe beaucoup au Sénégal, qui est la fièvre de la vallée du Rift, on voit également que c'est pratiquement tous les pays africains, excepté quelques-uns, qui sont concernés par cette maladie, avec les pays en bleu foncé où c'est endémique, y compris le Sénégal qui fait face depuis quelques semaines à cette épidémie-là, d'où l'importance justement de la surveillance épidémiologique, y compris la surveillance environnementale. Un autre exemple, c'est le Zika, qui aussi est très, très présent en Afrique au sud du Sahara, excepté l'Afrique australe. On voit également ici que pratiquement tous nos pays sont concernés par cette maladie. Et le dernier exemple, c'est le chikungunya, donc, qui est également réparti dans pas mal de pays africains, donc y compris le Sénégal et d'autres pays d'Afrique centrale et d'Afrique australe, y compris donc même la grande île Madagascar. Donc vous voyez que les maladies infectieuses sont un peu éparpillées dans le monde, mais l'Afrique quand même a fait face à beaucoup de ces maladies-là. Et comme ces maladies-là posent un problème de santé publique, la surveillance épidémiologique, la surveillance épidémiologique devient très, très importante.
Or, la surveillance peut se faire de manière traditionnelle, ce qu'on appelle la surveillance clinique. Donc, sur votre image à droite, on voit la première page du guide technique de travail au Sénégal sur la surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Et donc, dans la surveillance traditionnelle, on suit les symptômes cliniques de la population. Donc, quand quelqu'un est malade, va dans un établissement de santé, si les symptômes donc, renvoient à telle ou telle maladie, on fera des tests. Et si les tests sont positifs, il y a une remontée de l'information le long de la pyramide sanitaire. Et ensuite, maintenant, les autorités en charge vont traiter les données et prendre des décisions. Si je compare cette surveillance clinique avec la surveillance environnementale, ça va me donner ceci. Pour la surveillance clinique, lorsqu'on a une infection, il y a deux possibilités. Soit la personne infectée va développer des symptômes, soit elle ne va pas développer de symptômes. Nous avons vu, par exemple, pendant la COVID-19, on disait que les jeunes, même s'ils avaient le virus, n'étaient pas cliniquement malades. Donc, il y en a qui n'auront pas de symptômes. Parmi ceux qui ont les symptômes, il y a certains qui vont aller dans un poste de santé ou bien dans un hôpital ou dans un centre de santé. Donc, ils auront une interaction avec le système de santé. Mais il y a d'autres qui, pour diverses raisons, ne vont pas aller en interaction avec le système de santé. Peut-être parce qu'ils pensent que ça va passer, peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans un établissement de santé, peut-être même qu'ils sont allés voir le guérisseur, ou en tout cas, ils ne sont pas allés à l'hôpital. Pour ceux qui sont allés à l'hôpital, on va regarder leurs symptômes et on va leur prescrire des analyses. Ils feront les tests. Par exemple, au Sénégal, actuellement, on fait face à la fièvre de la vallée du Rift. Quelqu'un qui arrive dans un établissement de santé qui a ces symptômes-là va subir des tests. Les tests pourront être positifs ou négatifs. Si le test est positif, on va compter les cas réels. Par contre, ceux qui n'ont pas de symptômes, ou bien ceux qui ont des symptômes, mais ne sont pas allés à l'hôpital, ces cas-là ne sont pas comptés. Donc, il y a une partie de l'information que nous allons perdre. Mais, dans ce système de surveillance clinique, il est nécessaire qu'il y ait une interaction individuelle entre les personnes infectées et le système de santé pour avoir l'information. Mais l'information qu'on a, ce sont des cas confirmés. Si je compare avec l'épidémiologie basée sur la surveillance des eaux usées, on part toujours de l'infection. Une personne qui est infectée peut avoir des symptômes ou ne pas avoir de symptômes, mais dans tous les cas, la personne va excréter le pathogène via les fesses, que ce soit symptomatique ou pas. On va excréter les pathogènes via les fesses. Si on excrète les pathogènes via la fesses, ça va finir dans les eaux usées. Si on est dans un endroit qui est connecté au réseau d'égout, ça va finir à la station de traitement des eaux usées. Si c'est une fosse septique, quand la fosse sera pleine, le camion va venir chercher et va aller déposer à la station de traitement des boues de vidange. Si on prend un échantillon d'eau usée ou bien un échantillon de boues de vidange, on peut aussi faire un test. Les mêmes tests qu'on fait sur les humains, sur les échantillons venant des humains, on peut faire ces mêmes tests sur ces eaux usées-là. Donc, test PCR ou test métagénomique. On va détecter et quantifier les virus et les bactéries. Et on peut estimer, sur la base de modèles mathématiques, on peut estimer la population infectée. Donc, dans le cas de l'épidémiologie basée sur les eaux usées, on peut avoir l'information sur les infections sans pour autant que les gens aient une interaction avec le système de santé. Mais ça ne donne pas des cas confirmés, ça va donner que des estimations. Donc, vous voyez que nous pensons que ces deux méthodes-là sont complémentaires. Pourquoi? Parce que tous les malades ne vont pas aller forcément dans les structures de santé et ne sont pas donc tous détectés. Il y a des malades asymptomatiques, bien que porteurs, et dans ces conditions-là, il est impossible de capter toutes les informations épidémiologiques importantes. Et il est donc très probable
que tous les agents pathogènes qui circulent ne soient pas connus, ce qui va réduire l'efficacité des stratégies pour surmonter des nouvelles épidémies potentielles. Parce que s'il y a des gens porteurs sains ou bien porteurs malades qui ne vont pas à l'hôpital, qui circulent dans la société, ces gens-là vont continuer à distribuer la maladie. Et tant que les gens ne vont pas à l'hôpital, on n'a pas l'information et donc on ne va pas lutter efficacement contre les épidémies. Dès lors, il devient important de disposer d'une méthode complémentaire ou de méthodes complémentaires, et la surveillance environnementale des pathogènes est une de ces méthodes complémentaires-là. On l'appelle plus communément épidémiologie basée sur la surveillance des eaux usées, ou bien en anglais, water-based epidemiology. Le Sénégal a quelques expériences sur l'épidémiologie basée sur les eaux usées. Depuis quelques années, on a quand même un programme formel de surveillance du poliovirus au niveau de 14 sites, dans une collaboration avec les autorités en charge de l'assainissement, le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur de Dakar. Il y a une surveillance systématique du poliovirus dans les eaux usées. Et ça, c'est un très bon exemple parce que la polio avait été déclarée comme étant éradiquée par l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est dans les eaux usées qu'on a vu le virus circuler, ce qui a donné l'alerte pour montrer que même si on n'avait pas de cas cliniques qui venaient officiellement dans les hôpitaux, le virus circulait et ça a permis de relancer un peu donc, les campagnes de vaccination, etc. Le Sénégal a aussi un guide national pour la surveillance intégrée et dans ce guide, il y a des maladies dont l'urgence de la riposte et de la pertinence géographique varie. Par exemple, on a Ebola, on a polio, on a le sida, on a la grippe, etc. Ce guide-là inclut la surveillance environnementale. Mais on n'a pas encore de programme dédié, hormis le programme sur le poliovirus. Hormis cela, il y a quand même plusieurs projets de recherche, nous-mêmes dans notre laboratoire, à l'Institut Pasteur, à l'IRSF, dans d'autres laboratoires, de recherche sur la surveillance des pathogènes dans l'environnement, la COVID, les maladies gastro-intestinaux, la résistance aux antimicrobiens, et j'en passe. Maintenant, c'est quoi l'épidémiologie basée sur les eaux usées? Avant d'en parler, je vais faire un petit rappel sur les eaux usées. Les eaux usées, ce sont les eaux domestiques qui sortent de nos maisons. Mais aussi, ce sont les eaux qui sortent de l'industrie. C'est aussi les eaux de ruissellement, mais aussi les eaux qui sortent de nos hôpitaux, de tous les établissements qui accueillent des humains. Quand il y a un réseau d'égouts, les eaux sont collectées et transportées vers une station d'épuration. Et quand il n'y a pas de réseau d'égouts, les eaux sont collectées dans des fosses qui sont vidées de temps en temps par des camions qui vont aller les déporter dans les stations de traitement. Et quand il n'y a pas de station de traitement, il y a des vidanges sauvages dans l'environnement. On dit souvent que les eaux usées représentent une communauté. Quand vous prenez un échantillon d'eau usée, vous faites une analyse, vous pouvez savoir s'il y a des pathogènes circulant dans la communauté, vous pouvez le savoir. S'il y a même des gens qui prennent de la drogue dans la communauté, vous pouvez le savoir aussi, rien qu'en analysant un échantillon d'eau usée. Dans toutes nos activités, dans nos maisons, dans les lieux de travail, mais aussi les gens même qui sont hospitalisés, tout le monde va excréter les pathogènes qui sont dans son organisme. Quand il n'y a pas de réseau, comme je l'ai dit tantôt, le camion va l'amener. Quand il y a un réseau, le réseau va l'amener. Et si on prend un échantillon de cette eau usée-là ou de cette boue, on a une information sur la communauté. Le principe, c'est que après infection, qu'on soit malade ou pas, donc on va aux toilettes, ça passe par le réseau d'égout. Ensuite, ça va dans les stations de traitement où on va collecter les échantillons. Une fois les échantillons collectés, on fait une analyse PCR ou bien on fait un séquençage, on va détecter des pathogènes, mettre ça sur un tableau de bord et mettre en place un système d'alerte pour prendre après des décisions, des mesures pour gérer cette épidémie-là. C'est ça un peu le principe de l'épidémiologie basée sur la surveillance des eaux usées. C'est un outil qui a été largement utilisé pendant la COVID, mais comme nous allons le voir tout à l'heure, ça a été plus utilisé par les pays développés que par les pays sous-développés. Ici, c'est un exemple juste en Europe où, en fait, l'épidémiologie basée sur les eaux usées avait été utilisée comme un élément complémentaire sur la prise de décision. Et à l'échelle de toute l'Europe, tous les pays
ont mis en place des systèmes de traitement, de surveillance des eaux usées pour la COVID-19. Aux États-Unis, pareil. Donc, sur cette carte, les ronds bleus que vous voyez, c'est autant de sites de surveillance dans presque tous les États donc des États-Unis où il y avait une surveillance aussi systématique du SARS-CoV dans les eaux usées. En Asie, pareil, ça c'est une publication qui est sortie, c'était aux Philippines, où également il y avait une surveillance donc à grande échelle du SARS-CoV dans l'environnement. Ici en Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud, en tout cas à ma connaissance, qui avait, disons, qui avait systématisé la surveillance au niveau de 51 stations d'épuration où chaque semaine, ils collectaient les eaux usées et regardaient la teneur en SARS-CoV et comparer ça un peu avec les cas dans les hôpitaux pour faire des modèles. Donc, vous voyez ça comme ça sur la carte. Et puis aussi, en Australie également, donc dans le continent d'Océanie, il y a eu aussi de la surveillance des eaux usées. Même dans certains pays, ils ont eu à analyser des échantillons qu'ils avaient collectés avant l'apparition de la maladie, en tout cas avant l'apparition officielle. Et ils ont trouvé également le virus de la COVID dans ces échantillons-là, qui montrent que même avant qu'on ait des cas cliniques, le virus circule dans l'environnement. Et cet exemple-là illustre cela. L'épidémiologie, c'est un système d'alerte précoce. Dans cette publication, c'est une étude qui a été réalisée à Paris. Vous voyez ici deux séries de courbes. Les courbes rouges et les pointillés en haut, et les courbes qui sont grises en bas, avec deux flèches, une flèche verte et une flèche bleue. Si on regarde maintenant la flèche rouge à gauche nous montre le début de la détection du SARS-CoV dans les eaux usées et nous donne aussi la concentration, le nombre de copies du génome par litre d'eau. Vous voyez que entre la flèche rouge et la flèche verte, il y a pratiquement 2 à 3 semaines pendant lesquelles on détectait, 1 à 2 semaines, pardon, pendant lesquelles on détectait le virus dans les eaux usées, mais il n'y avait pas encore de cas, de cas donc, cliniques. À partir de la flèche verte, on voit que c'est 2 semaines après qu'on ait commencé à détecter ça dans les eaux usées, qu'on a commencé à avoir les cas, disons, cliniques. Et puis la flèche bleue montre le début des hospitalisations. Donc, au fur et à mesure que la quantité augmente dans les eaux usées, on commence à avoir les cas cliniques et on commence à avoir les hospitalisations. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en surveillant les eaux usées, on a un système d'alerte précoce qui permet aux autorités d'anticiper la préparation. Dans un pays comme le Sénégal, pendant la COVID, tous les hôpitaux étaient saturés. Et finalement, c'est même le hangar des pèlerins à l'aéroport qu'on a transformé en centre de traitement. Mais ce centre de traitement, c'est un centre juste temporaire. C'est quand on a beaucoup de cas qu'on l'ouvre et quand il n'y a plus de cas, on le ferme. Maintenant, si on détecte dans les eaux usées et qu'on n'a pas encore de cas cliniques, on peut déjà préparer les centres de traitement, prédisposer l'oxygène, etc. Et donc avoir l'information bien avant d'avoir les cas cliniques. Et nous avons une deuxième publication sortie en Espagne qui montre la même chose, la courbe bleue, avec le rond en rouge qui montre le pic dans les eaux usées qui devance le rond en vert, le pic dans les hôpitaux, presque disons, 1 semaine, 1 à 2 semaines. Vous voyez encore ici que c'est un autre exemple qui montre que la surveillance des eaux usées, c'est un système d'alerte précoce pour prévenir les épidémies. Et malheureusement, malgré l'importance de cet outil de surveillance de la COVID dans les eaux usées, c'est essentiellement les pays développés. Regardez cette carte qui montre les pays qui ont des tableaux de bord, les universités concernées et le nombre de sites. Vous voyez que c'est essentiellement aux États-Unis et en Europe. Vous voyez qu'en Afrique, très peu de pays sont concernés, pardon, alors que c'est un outil qui ne coûte pas du tout cher, parce que dans un pays comme le Sénégal, au plus fort de la pandémie, on faisait combien? 2000 à 3000 tests par jour. Mais c'est quoi 2000 à 3000 tests sur 18 millions d'habitants? Alors qu'en surveillant l'environnement, on peut avoir plus d'informations, utiliser des modèles mathématiques pour savoir comment le virus est distribué dans l'environnement et donc comment c'est distribué dans la population. Après cette présentation donc, de l'épidémiologie basée sur les eaux usées et de l'exemple sur la COVID,
je m'en vais maintenant vous parler de la relation entre les eaux usées et la résistance aux antimicrobiennes. Comme vous le savez, la résistance aux antimicrobiennes aujourd'hui est une préoccupation mondiale. L'OMS a donné plusieurs alertes et avait même prédit que d'ici 2050, on aurait au moins 10 millions de décès par an qui sont liés à la résistance aux antimicrobiens. Mais moi, je pense que ces 10 millions-là, on risque de les atteindre bien avant 2050. Parce que je pense que si on regarde les données de 2025, on a déjà dépassé les 5 millions qui sont directement ou indirectement liés à la résistance aux antimicrobiens. Or, dans la résistance aux antimicrobiens et sa dispersion, l'eau joue un rôle important parce que l'eau, c'est le lien. C'est le lien entre les humains, les animaux et l'environnement. Et les eaux usées en général sont traitées pour être rejetées dans l'environnement. Mais en Afrique, la plupart de cette eau-là n'est pas traitée et aboutit directement dans la nature. Si je prends l'exemple de Dakar, vous parcourez les plages, vous allez voir des eaux usées qui se jettent directement dans ces plages-là. Or, ces plages-là sont en même temps nos lieux de baignade. Le problème dans les eaux usées, c'est que c'est l'endroit parfait pour la résistance aux antimicrobiens. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des résidus d'antibiotiques. Pourquoi on y trouve ces résidus-là? Parce que nous-mêmes, quand nous sommes malades et que nous prenons des antibiotiques, quand nous en prenons, le corps va rejeter une partie. Cette partie qui est rejetée finit dans les toilettes. Ensuite, on a ce réflexe-là au Sénégal, je ne sais pas ailleurs, que quand un médicament est périmé, on jette aussi dans les toilettes pour éviter que les enfants le touchent. Donc, on a les résidus d'antibiotiques dans les eaux usées. On a aussi les bactéries qui sont naturellement présentes dans les eaux usées, mais on a aussi la nourriture, les nutriments qui sont dans les eaux usées. Donc, tout ce cocktail-là fait que c'est favorable et les bactéries qui, dans les eaux usées, sont en contact permanent avec les antibiotiques vont apprendre à vivre avec ces antibiotiques-là et finir par développer des résistances. Et donc, c'est pourquoi il est important de surveiller la rame dans l'environnement. Quelles sont les sources de contamination des eaux? Comme je l'ai dit tantôt, c'est d'abord nous. On consomme beaucoup d'antibiotiques. Dans certains pays comme le nôtre, on peut acheter des antibiotiques à la pharmacie comme on achète du pain à la boulangerie, sans ordonnance. Et ces antibiotiques-là, on les consomme et une partie sera rejetée donc dans les eaux usées. Mais aussi les infirmières des hôpitaux. Dans les hôpitaux, on a les malades qui sont infectés et on a les malades qui sont traités là-bas. Donc, si les eaux des hôpitaux ne sont pas traitées, ça finit donc dans l'environnement. Je pourrais aussi ajouter les produits de soins corporels, les savons antimicrobiens qu'on utilise, etc. Tout ça sont des produits qui contiennent des antimicrobiens qui vont également finir dans l'environnement, mais également les rejets industriels, les rejets agricoles, les eaux usées des abattoirs. Ceux qui font l'élevage de volailles, l'élevage de porcins, etc., et qui utilisent des antibiotiques pour protéger leurs animaux, et tous ces antibiotiques-là finissent donc dans l'eau et dans l'environnement, et donc va contribuer à propager la résistance aux antimicrobiens. Donc, les eaux usées vont devenir un environnement très favorable à la rame parce qu'on a les bactéries naturellement présentes. Donc, et comme les bactéries sont présentes là-bas, s'il y en a certaines qui développent de la résistance, ils peuvent passer les gènes de résistance à leurs voisins. Donc, ça constitue un problème. On a aussi les résidus d'antibiotiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont créer la pression de sélection. Les bactéries qui ne résistent pas à ces antibiotiques vont disparaître et ceux qui résistent vont rester et vont passer les gènes aux autres. On a aussi les nutriments. Donc, la bactérie a tout ce qu'il faut, tout ce qu'elle veut manger. Elle trouve ça également dans les eaux usées. Et puis, malheureusement, les traitements sont inefficaces. Pourquoi je dis que les traitements sont inefficaces? Parce que les stations d'épuration classiques ne sont pas conçues pour éliminer les antimicrobiens. Elles sont conçues pour éliminer la matière organique, pour éliminer les nutriments, l'azote, le phosphore, etc., et éviter la pollution. Mais ces stations classiques ne sont pas conçues, ce n'est pas leur but, pour éliminer les micropolluants et les polluants émergents. Du coup, même si vous avez une station qui traite bien les eaux, à moins que vous ayez en traitement tertiaire une élimination complète des bactéries, vous risquez de disséminer les bactéries résistantes, les gènes de résistance, ainsi que les résidus d'antibiotiques dans l'environnement. Et comme je le dis, ça constitue donc
un problème de santé publique. Les principaux agents pathogènes qu'on trouve dans les eaux usées, il y en a plein. Ce que je vais donner ici, c'est juste des exemples. On a quelques bactéries intestinales comme E. coli, comme Enterococcus ou Enterobacter. On a aussi des bactéries respiratoires comme les Klebsiella ou bien les Pseudomonas. On a également d'autres pathogènes comme les staphylocoques, les acinetobactères, etc. Il y en a plein, plein, plein. On a actuellement des études en cours où on a plein, plein de bactéries qui sont détectées. Et ces bactéries sont reconnues comme étant des moteurs de la rame et sont fréquemment trouvées dans les eaux usées. Ce qui va justement créer un risque d'enrichir l'environnement, puisque ces eaux usées-là, dans tous les cas, sont rejetées quelque part, soit en mer, soit dans un fleuve, soit dans la nature. Et donc, on va enrichir l'environnement de ces souches résistantes-là avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la santé publique. Une de ces conséquences-là, c'est la dispersion de la rame dans l'environnement. Le rejet d'eau usée, traité ou pas, va finir dans des exutoires naturels. Si je prends le Sénégal, Dakar, principalement, c'est la mer qui est l'exutoire. Ailleurs, ça peut être un fleuve, ça peut être un lac, ça peut être un endroit comme cela dans la nature. Si c'est rejeté dans les lacs, les fleuves, les mers, les lacs et les fleuves sont des sources d'eau potable. Et dans nos sociétés, malheureusement, il y a encore des gens qui vont puiser l'eau directement dans les fleuves, dans les lacs. Et la mer, c'est un lieu de baignade. Donc, vous voyez qu'il y a une exposition humaine, donc un risque important qui est là, parce que tout simplement, les eaux usées finissent dans l'environnement et ces exutoires-là vont être donc des risques de dissémination de la résistance aux antimicrobiens parmi la population. Et à partir de ce moment-là, quand on sera infecté, on prendra des antibiotiques qui ne pourront rien faire contre l'infection. Pour finir, je voudrais présenter quelques avantages de la surveillance environnementale, que ce soit la surveillance des pathogènes, que ce soit la surveillance de la rame. D'abord, le nombre de tests est restreint. Avec un seul test, on a une information sur une communauté entière. Par exemple, si un quartier, comme c'est le cas à Dakar, le réseau d'égout polarise des quartiers, on peut décider de faire une surveillance quartier par quartier. Un seul échantillon nous donne l'information sur le quartier et on peut après affiner la communication. Par exemple, dans le cadre de la maladie qui nous concerne actuellement au Sénégal, qui est la fièvre de la vallée du Rift, si on détecte ça dans les eaux usées d'un quartier, on peut aller faire de la communication, de la sensibilisation dans ce quartier-là pour que les gens fassent attention, etc. En plus, il n'y a pas de stigmatisation. Pendant la COVID, surtout au début, quand les gens débarquaient dans un quartier avec les combinaisons de sécurité, etc., il y avait même des réactions violentes. Parce qu'il y a de la stigmatisation. On va dire, telle maison-là, ils ont telle maladie, etc. Or, en surveillant les eaux usées, on a l'information sans stigmatisation. La surveillance des eaux usées aussi permet de connaître l'inconnu. Aujourd'hui, avec le séquençage au débit, on peut détecter des pathogènes pour lesquels on n'a même pas encore de cas cliniques. On prend un échantillon, on fait du séquençage métagénomique et on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. On peut y tomber, par exemple, sur des pathogènes, peut-être pour lesquels on n'a pas encore vu de cas. En ce moment-là, on a une information pour les autorités de santé publique pour prendre des décisions. C'est un système d'alerte précoce. Je l'ai montré tantôt. Pendant la COVID, on pouvait détecter le COVID dans les eaux usées 1 à 2 semaines, avant qu'on ait des malades. Et donc, avec ces décisions-là, on peut anticiper. Justement, c'est un outil de prise de décision parce qu'on peut prendre des décisions ciblées. Comme je l'ai dit tantôt, si on surveille quartier par quartier, on peut cibler l'information à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, pour parler vraiment avec les gens qui sont concernés et cibler un peu la communication afin de mieux gérer les épidémies. Et puis, il y a l'efficience. Ça coûte moins cher de tester quelques échantillons d'eau usée que de tester des milliers de personnes. S'il y a 10 000 personnes connectées dans une station, vous ne pouvez pas tester les 10 000 personnes. Mais vous prenez un ou deux échantillons de la station, vous avez une information. Est-ce que dans ce lot de 10 000 personnes-là, il y a quelqu'un qui porte tel virus ou pas? Bien entendu, sur la rame, la surveillance de la rame dans les eaux usées permet justement de dégager des profils de résistance et d'alimenter plus d'informations pour compléter ce qui est fait dans la santé humaine et ce qui est fait dans la santé animale. Et plus généralement, la surveillance de l'environnement est un complément de la surveillance clinique. Ça améliore notre préparation à faire face à des épidémies émergentes et réémergentes. Voici, mesdames et messieurs, chers professeurs, chers docteurs,
ce que je souhaiterais partager pour vous. Je voudrais, pour finir, remercier la SOCEMIC et le programme ECHO qui nous ont donné cette opportunité-là. Remercier également nos partenaires qui sont Grand Challenge Canada, Grand Challenge Sénégal, et remercier également les établissements avec lesquels nous faisons ce travail-là. Je veux nommer l'École supérieure polytechnique, le SIGAS, l'Office national de l'assainissement, l'Institut fondamental d'Afrique noire et le ministère de la Santé. Et je vous remercie tous pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Diaby, pour cette brillante présentation. Présentation à travers laquelle nous avons compris l'enjeu de la surveillance environnementale, qui, selon Dr Diaby, est un outil d'alerte précoce. Il poursuit que la surveillance environnementale est également utilisée en complément de la surveillance clinique et qu'il a également l'avantage de détecter des cas asymptomatiques. Dr Diaby, dans sa présentation, nous a également fait comprendre l'importance de la surveillance environnementale qui, à travers cette surveillance, on peut avoir une idée sur le niveau de contamination sur tout un bassin versant. À travers également la présentation, Dr Diaby est revenu sur l'expérience du Sénégal, notamment l'expérience du Sénégal en ce qui concerne la surveillance environnementale des poliovirus. Dr Diaby, dans sa présentation, a donné des exemples de projets et de programmes pilotes de surveillance environnementale au niveau des laboratoires d'analyse des eaux usées de l'IFON, notamment des programmes sur la COVID-19 et sur la RAM. Dans sa présentation, Dr Diaby également a fait une brève présentation du protocole de surveillance environnementale. Ensuite, nous avons également appris, à travers cette présentation, la répartition géographique des programmes de surveillance environnementale à l'échelle mondiale. Et sur cette base, Dr Diaby a mis l'accent sur l'état encore embryonnaire de la surveillance environnementale en Afrique, hormis l'Afrique du Sud qui est un peu sortie de l'eau. Dr Diaby, dans sa présentation, a également abordé la thématique de la dissémination environnementale de la RAM. Et sur cette base, Dr Diaby a mis l'accent sur les conséquences de cette dissémination environnementale de la RAM, notamment la pollution des ressources en eau et des écosystèmes naturels de manière générale. Et également, Dr Diaby, enfin, a fait la synthèse sur l'enjeu et l'aspect économique de la surveillance environnementale. Sans tarder, nous allons maintenant ouvrir le débat et laisser aux différents participants de poser des questions et d'intervenir sur cette présentation. Vous avez la parole. Vous pouvez, voilà, je vois, il y a Papi, Isha, c'est bien ça. Excusez-moi si la prononciation n'est pas correcte. Je m'excuse. Vous avez la parole. Après Papi, il y a Emilienne également qui voudrait prendre la parole. Et Descartes. Vous m'avez pas la parole? Oui, allez-y, prenez la parole successivement. Je suis en train de citer successivement les intervenants. Après vous, c'est Emilienne. Et ensuite, c'est Descartes. Merci de prendre la parole, Papi. Merci beaucoup de la parole m'accorder. Je suis Papi Chika, comme je me suis présenté au début. En tout cas, je vais d'abord féliciter ou remercier euh, le présentateur, en tout cas, qui nous a présenté vraiment une communication très riche en couleurs, comme nous l'avons dit, qui est d'actualité d'ailleurs parce que ça nous concerne nous tous. En tout cas, merci beaucoup d'avance. J'ai deux petites questions. La première est celle de savoir, parce que le présentateur est resté beaucoup plus focalisé
sur l'outil de la biologie moléculaire dans la surveillance des eaux usées. Est-ce que avec l'outil de la culture, hein, dans la culture ou bien utiliser des méthodes classiques, est-ce que cela peut aussi nous permettre à surveiller épidémiologiquement les eaux usées? Par exemple, je prends de l'eau, j'ai échantillonné de l'eau, je vais les analyser, les cultiver, parce que je le fais déjà dans mon laboratoire. Et une fois isolé les bactéries, je passe des fois aussi à rechercher le profil de résistance de ces bactéries isolées de ces eaux-là. Mais nous n'utilisons que les eaux de consommation, des baignades et autres. Est-ce qu'avec cette méthode-là, on peut arriver aussi à surveiller, à faire une surveillance pour avoir une idée sur la communauté, ou soit c'est seulement les eaux usées et puis utiliser l'outil de la biologie moléculaire? Ça, c'est de un. De deux, j'ai entendu parler de la surveillance virologique. Donc, on a isolé des virus dans les eaux usées. Alors qu'il y a, bon, les gens disent que les virus, ce sont des êtres qui sont intracellulaires obligatoires. Maintenant, un virus qui a séjourné dans de l'eau usée pendant autant de mois, autant d'années, est-ce que ce virus-là va continuer à vivre aussi longtemps qu'il est à l'extérieur d'une cellule humaine? Merci beaucoup pour ces deux petites questions que j'ai à m'éclaircir. Le micro, s'il vous plaît, on n'entend rien, s'il vous plaît. Le micro. D'accord. Oui, merci beaucoup. Je disais qu'on peut donner maintenant la parole à Descartes. C'est le second inscrit au niveau de la liste. Vous avez la parole. Docteur. Descartes Ogoula. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je suis Descartes, technicien supérieur de biologie médicale au Gabon, plus précisément à Lambaréné. Alors, moi, ma question va presque dans le même sens que mon prédécesseur. C'est au niveau de la technique de recherche. Bon, il disait que, enfin, le présentateur disait que c'est pas coûteux, on peut le faire facilement. Mais je pense que s'il faut rechercher, comme il l'a lui-même dit, tout ce qui est comme antimicrobien dans les eaux usées, avec la PCR, ça va demander beaucoup d'amorces, il va falloir faire une PCR multiplex. Et là, je pense que non seulement il faudra au préalable une liste exacte des pathogènes que l'on va rechercher, mais après, il faudra des amorces spécifiques pour chacun d'entre eux. À mon avis, c'est assez complexe, c'est assez coûteux. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique bien comment se fait cette recherche-là. Est-ce qu'on peut le faire également par culture classique, comme disait mon prédécesseur, pour les bactéries, par exemple? Parce que pour les virus, oui, je pense que il n'y a que la PCR. Mais pour les bactéries, est-ce qu'on peut faire la méthode classique? Et quelles sont les techniques qu'ils utilisent là-bas à Dakar, vu que ça se fait déjà a priori? Comment ils font pour réduire les coûts? Parce que, à mon avis, de ce que je sais, la PCR, il va falloir tous les amorces et ça va coûter assez cher. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à Emilienne. Oui, merci, cher maître. Merci beaucoup à notre docteur pour la brillante présentation. Je pense que au vu du thème d'aujourd'hui, je me posais une question, quelle était la corrélation entre la surveillance environnementale et la RAM? Et là, j'ai été très séduite d'écouter cet impact cette corrélation entre les eaux usées et la RAM. Et c'est véritablement un volet très négligé par beaucoup de pays, d'où le manque de surveillance environnementale au niveau de l'Afrique. Donc, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui est la véritable cause de ce manque de surveillance environnementale. Est-ce qu'avec tous les chercheurs et même les partenaires qu'on a, on ne peut pas
se pencher davantage sur la surveillance des eaux usées au niveau de l'Afrique, parce qu'il ne faudrait toujours pas que l'Afrique soit dernier, contrairement aux autres pays de l'Europe ou bien du monde entier. Ok, je pense que ce sont là ma véritable préoccupation. Merci encore, docteur. Merci, cher maître. Merci beaucoup, Emilienne. Nous passons maintenant la parole à une autre série de participants. Professeur Senaboulo, qui a levé la main également. Il y a Sidi Sen et Maguette Dion. Professeur, vous avez la parole. Professeur Senaboulo. Oui, désolé, désolé. Oui, merci beaucoup. Madame Sen, pour la modération de la session. Merci également au Dr Gabi pour cette excellente présentation. C'est vrai que quand on parle de RAM, les gens ont tendance à parler de santé humaine, santé animale. On oublie très souvent l'environnement, la santé végétale. Alors que d'après ce qu'il vient de présenter, moi, je pense qu'on doit faire un focus sur l'environnement, ne serait-ce que pour avoir des indicateurs. Parce que comme il l'a dit, comme il l'a montré lors de la COVID, il y a eu la présence du virus dans l'environnement bien avant même la déclaration des cas humains. Et donc ça, c'est un très bon indicateur pour surveiller des maladies. Autre élément également, on parle de RAM et donc de ce qu'il a montré avec le traitement de nos déchets. Tout le monde sait que ce ne sont pas tous les déchets qui sont traités. Et malheureusement, par exemple, si je prends ici le cas de l'hôpital régional de Saint-Louis qui est en bordure du fleuve, on sait qu'il y a certaines eaux qui échappent et qui sont directement déversées. Et c'est un lieu de baignade pour les enfants. La population également fréquente le fleuve. Et donc, vous voyez toutes ces interactions entre l'environnement et la population. Et c'est important de faire des études là-dessus. Parce qu'en réalité, si on n'a que les données hospitalières, il y a vraiment beaucoup de manquements. D'autant plus que les données hospitalières ne reflètent pas la réalité. J'ai bien aimé la comparaison qu'il a faite au tout début, en nous montrant que dans la population, il y en a qui sont symptomatiques, d'autres sont asymptomatiques. Et parmi ceux qui sont symptomatiques même, il y en a qui fréquentent les structures hospitalières et d'autres qui ne fréquentent pas. Et donc, cette grosse population qui ne soit asymptomatiques ou bien symptomatiques, mais ne fréquentent pas les structures hospitalières, ce sont ces populations-là, mais qui vont contribuer quand même à disséminer, à diffuser les maladies, les pathogènes et les gènes de résistance. Donc, vraiment, je suis très ravie d'écouter Dr Gabi. C'est un sujet qui est très intéressant et si on veut vraiment parler du One Health et faire une lutte très efficace, la notion de l'environnement doit être prise en compte au même niveau que les autres. Merci beaucoup. Je vais juste signaler qu'il y a un formulaire, en tout cas un questionnaire qui est mis dans le chat. C'est un questionnaire d'enquête de moins de 2 minutes pour juste évaluer l'importance du sujet et les connaissances par rapport à ce qu'il vient de nous présenter. Merci beaucoup, Dr Diaby. Merci beaucoup, professeur Lo, surtout d'avoir partagé avec nous votre expérience sur la gestion donc, de ces déchets au niveau des hôpitaux, particulièrement au niveau de Saint-Louis, et ses conséquences sur la dissémination environnementale de ces pathogènes. Merci. Nous allons maintenant passer la parole à Maguette Dion, ensuite à Sidi Sen. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. En tout cas, c'est très important cette présentation. Nous Docteur félicitons Sidi. vraiment, docteur, on le félicite vraiment. Et ça doit remonter ces informations au niveau des médecins-chefs régionaux. Parce que actuellement, on a constaté pendant l'hivernage, il y a beaucoup d'eau stagnée et il y a certaines régions où vraiment on a constaté qu'il y a beaucoup d'eau, d'inondations dans les maisons. Et ça, moi, je pense que ça va favoriser des facteurs pour développer certaines pathologies. J'ai constaté que actuellement, même la gestion des fosses septiques au niveau du Sénégal est un peu déficitaire. On doit trouver des solutions par rapport à cette gestion. Parce que pendant l'hivernage, il y a beaucoup d'eau, il y a de l'inondation partout. Et on constate que parmi ces eaux, il y a les eaux usées, il y a les eaux des fosses de vidage. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Merci. Merci beaucoup, Sidi. Nous allons maintenant donner la parole à Maguette, docteur Maguette John. C'est Maguette qui vient de parler, je pense. Oui, Ah bon, oui. c'est Maguette. Non, Donc, non, 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 on non, non, passe. c'était Sidi. Non, c'est Sidi. Ah, mais Maguette c'est Sidi. Sidi. D'accord, c'est OK. D'accord, donc merci beaucoup, professeur. Bonjour, Et, docteur. d'accord, donc je tenais vraiment à féliciter professeur Diaby qui nous a gratifié de cette présentation. Moi, personnellement, j'ai été fascinée de découvrir que l'analyse des eaux usées pouvait révéler des informations aussi précieuses, notamment sur la consommation de drogue au sein de la population, mais aussi par rapport à la surveillance des maladies, surtout dans un contexte où on parle d'une seule santé. Donc, moi, j'avais deux questions à poser. La première, ça concerne les défis actuels de la surveillance environnementale dans notre contexte, le Sénégal. Quels sont les défis actuels de la surveillance environnementale? L'autre question, c'était, je voudrais savoir comment vous, en tant que spécialiste, vous pouvez interpréter les données de la surveillance environnementale si jamais ces données ne sont pas en concordance avec les données épidémiologiques. Existe-t-il des moyens ou bien des canaux par lesquels on peut comprendre les données que la surveillance environnementale nous donne? Donc, c'était ces deux questions que j'avais à poser. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, docteur Maguette, pour la Merci. clarté de ces questions. Il y a docteur Omar Ba qui voudrait également prendre la parole, de même que Omar Keita, docteur Keita. On passe la parole à docteur Omar Ba. Docteur Ba. Allô, docteur Ba, est-ce que vous entendez? Oui, Bon, en bonjour, attendant, professeur. oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est pas un docteur, c'est Moussa Omar Ba, étudiant Ah, oui, en licence biologie à l'UFR Centre de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. vous le saurez tout à l'heure. Merci. Inch'Allah. Vous avez la parole, monsieur Ba. Madame Sen, Merci Oui. pour la présentation. Allô, je fais... on donne la parole à m'excuse, Professeur Seynabou. Oui, je m'excuse, il y a une de nos maîtres qui s'est connectée et qui doit quitter. Je ne sais pas si elle a déjà quitté. C'est professeur Rasmata du Burkina Faso. Si elle est toujours là, elle peut prendre la parole, professeur. Ah, avec plaisir. Professeur Rasmata. Voilà. Votre micro, s'il vous plaît, prof. J'ai dit, j'allais tout juste cliquer sur quitter quand j'ai entendu la voix de Seynabou. Félicitations à tous, et surtout aux présentateurs. C'était vraiment très, très, très intéressant. Mais c'est vrai que ça donne des pistes, des ouvertures aussi pour après rentrer dans le, j'allais dire, dans les questions très pratiques de données, quoi, afin de, il y a un qui a posé, par exemple, les méthodes classiques, parallèlement, bien sûr, à la biologie moléculaire, ce qui est d'accès facile pour tout labo, pour permettre à tout un chacun de contrôler autour de son environnement. Alors, donc, quand on parle de RAM, il faut le pathogène, il faut l'antibiotique, il faut voir effectivement la résistance. C'est vrai que cette présentation a fait un tour pour montrer quel était l'intérêt, l'impact justement de pouvoir surveiller ces résistances-là au niveau de l'environnement. La notion de One Health n'est plus à démontrer. Donc, vraiment, félicitations. J'étais prise, mais bon, je ne suis pas actuellement même au Burkina. Je suis en train d'appuyer le Niger pour une introduction d'un nouveau vaccin. Alors, donc, du coup, je dis non, non, je ne vais pas arrêter cette information-là. Alors, donc, merci. C'est Alimatou qui m'a encore rappelé. Donc, je vois qu'elle-même elle n'est pas connectée. Mais en tout cas, comme la relève est là, vraiment, je suis très contente parce que je vois que ce que vous faites même, c'est au-delà de ce que nous, on vous a appris. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, ben voilà. Et bon courage à tous. Merci beaucoup, cher professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Bon, donnez-moi une 30 secondes. Je rappelle que le professeur Rasmata, elle a même dit professeur retraité depuis 2021, mais c'est une de nos maîtres qui nous a encadrés et qui nous a coachés depuis quand on préparait l'agrégation. Vraiment, je suis très contente de vous revoir. Merci, prof. Merci, merci. Allez.
Merci. Merci beaucoup, professeur, également. On vous remercie très chaleureusement d'avoir D'accord. encore consacré une partie de votre temps pour participer D'accord. à cette séance. Merci beaucoup. D'accord, Nous merci. allons, Allez, merci, pour la prof. suite. Nous Au allons revoir. laisser maintenant la parole à Monsieur Ba. Alors, Monsieur Ba, vous êtes toujours en ligne? Oui, docteur, merci beaucoup. Hmm. Je voulais savoir s'il y a des organisations pour la surveillance de l'épidémiologie des eaux usées au Sénégal. S'il y en a aussi, est-ce qu'il y a des qui sont décentralisées les ONG ou bien ça se trouve seulement au niveau hospitalier? Vous pouvez revenir sur votre question, s'il vous plaît, ou bien, docteur Dia, vous avez bien noté? Oui. Je demande s'il y a des organisations pour la surveillance des eaux usées au niveau national. Si oui, est-ce qu'il y a ils sont décentralisés ou bien ça se trouve seulement dans les hospitaliers, au niveau hospitalier? Hmm. Merci beaucoup. Docteur Diaby va répondre à la question. C'est clair. Merci. On passe maintenant la parole à docteur Donatien. C'est bien ça? Oui, c'est Oui. bien ça, professeur. C'est bien ça, Merci. professeur. Je m'excuse si la prononciation est vraiment Correct, incorrecte. professeur, c'est correct, c'est correct. Hmm. Bien, je voudrais simplement, c'est juste dire merci au professeur qui a fait la présentation. Je pense que c'est une présentation qui nous a apporté beaucoup d'informations et nous sommes vraiment très contents de suivre cette présentation. Donc, c'est ce que je voulais dire, juste dire félicitations au professeur. Mais en même temps, je voulais juste peut-être dire un mot. Il y a des collaborateurs qui ont demandé est-ce que les cultures simples, les cultures classiques des laboratoires peuvent permettre donc de faire une surveillance épidémiologique. Je pense qu'on cherche tous à se projeter à l'échelle nationale, mondiale, à une grande échelle. Donc aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de partir de ces cultures, on va dire quoi, minimales, classiques, à des cultures beaucoup plus, à des techniques plus poussées, telles que la biologie moléculaire, telles que la métagénomie, l'utilisation du Maditov. Ce sont des outils qui permettent donc d'analyser on va dire quoi, en échantillon énorme, plusieurs micro-organismes en un rien de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, l'objectif phare, c'est d'être projeté vers ces techniques, ces nouveaux outils de détection qui permettent donc de quantifier un nombre important d'échantillons en même temps et avoir aussi un nombre important de micro-organismes. Voilà, je ne sais pas ce que le présentateur va dire, mais je pense que minimalement, on peut utiliser les techniques classiques, mais l'objectif global aujourd'hui pour tout le monde, pour toutes les nations, c'est de se projeter vers ces techniques nouvelles-là pour pouvoir faire une bonne, on va dire quoi, surveillance épidémiologique. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. On passe maintenant la parole à Dr Keita. Oumar Keita. Allô, est-ce que vous m'entendez, M. Keita? En attendant, Silver va se présenter et se préparer. Donc. Allô, Dr Keita? Est-ce que son micro n'est pas fermé? On donne la parole donc au suivant, Silver. Le micro est fermé. Je pense qu'ils ont quelques soucis techniques avec le micro. Sinon, on donne la parole à Tierno Mamadou Diallo. Tierno, vous avez la parole. Docteur Diallo. Oui, merci beaucoup, professeur, et merci à professeur Diaby pour la belle présentation. Je salue au passage professeur Seyneboulo qui a été ma professeure à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis médecin épidémiologiste de terrain, actuellement mobilisé dans le cadre de la FEV de la vallée du Rift à Saint-Louis. Professeur, j'aimerais savoir, est-ce que dans nos pays, surtout au Sénégal, il y a des instances de coordination qui permettent aux différents systèmes de surveillance de collaborer et de travailler ensemble? Parce que j'y travaille depuis bientôt 5 ans, mais c'est la première fois que j'entends le terme de surveillance
environnementale et j'ai été très fasciné. Donc, je me pose la question, est-ce qu'au niveau du pays, il y a cette instance de coordination-là qui existe et qui permettrait d'affiner et de mieux se préparer face aux épidémies? Merci. Merci beaucoup, docteur Thierno, pour cette question très précise concernant les instances de coordination de la surveillance, notamment l'intégration de la surveillance environnementale dans cette coordination. Merci. On passe la parole à Dika. Docteur Dika. Ok, merci beaucoup, cher maître. J'espère que vous me recevez. Très bien, même. Ok, Merci. d'accord. Je suis qualiticien de formation santé publique, master santé publique. Donc, je m'occupe des statistiques et de tout ce qui est qualité des soins au niveau du programme national de prévention et de contrôle des infections au ministère de la Santé au Togo. Voilà. Donc, Merci. d'abord, je tiens à remercier pour cette initiative, cette présentation qui a été vraiment très intéressante, très pertinente parce que nous avons beaucoup appris dedans. Ce que je voulais aussi ajouter ici, bon, je sais pas, c'est la sélection des questions, mais ce que je voulais ajouter, c'est que nous avons eu à faire cette expérience. Bon, c'était une recherche, mais c'était plutôt la qualité de l'air que nous avons échantillonné. Donc, nous l'avons fait dans des blocs opératoires, dans les salles de consultation, dans les salles d'hospitalisation, dans les bus, et les arrêts des bus, dans les restaurants, dans les églises et, et même dans les laboratoires de biologie moléculaire. Donc, moi, je ne suis pas microbiologiste, je suis soignant de praticien de soins de base. Donc, pour les analyses préliminaires, nous avons vu que par rapport aux questions, bien quelques inquiétudes des collègues qui ont parlé ici, nous avons remarqué que pour ce qui concerne les bactéries humaines, nous avons pu les identifier facilement. Mais pour ce qui concerne les bactéries qui sont habituées à l'environnement, il fallait d'autres méthodes plus poussées, notamment la métagénomique dont vous avez parlé. Donc, nous avons travaillé avec les collègues du laboratoire de biologie moléculaire. C'est eux qui en ont parlé et c'est eux qui continuent sur cette partie. Et moi, je m'occupe des données statistiques. Donc, c'est bon, ma petite expérience hein, que j'aimerais partager avec les collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, d'avoir partagé également euh, sur la surveillance de l'air, la pollution de l'air. Docteur Diaby, certainement dans son laboratoire, en delà des eaux usées, travaille également sur la surveillance environnementale de manière globale et pourra revenir sur cette question. Je pense qu'il y a également 3 participants qui ont levé la main. Je vois Omar Keita, je pense qu'il avait déjà pris la parole, si ce n'est pas une ancienne main. Ensuite, il y a Silver. Et, ouais, c'est ça. Et maintenant, nous allons peut-être rapidement donner la parole à ces 3 derniers participants et remettre la parole à Dr Diaby pour la deuxième phase, c'est-à-dire la réponse aux questions. Silver, est-ce qu'il y a toujours des contraintes techniques à votre niveau? Allô? Vous avez la parole. Oui, Le micro est d'accord. fermé. Oui, c'est bon même. Moi, c'est le docteur Kevin Silver. Je suis Mm. médecin du travail et environnement au niveau du ministère de la Santé au Togo. Donc, j'aimerais d'abord féliciter le docteur Diaby pour cette belle présentation. Je pense que la surveillance environnementale est un aspect très important qui est souvent oublié. Nous, dans notre pratique, on essaie de pouvoir le faire au niveau des usines pour pouvoir, comme le collègue vient de le dire, non seulement le prélèvement au niveau des eaux qui sont utilisées et rejetées par les usines, mais aussi au niveau des éléments qui sont utilisés à l'intérieur de l'usine qui peuvent, à un moment donné, contaminer soit les eaux ou les airs. Et je pense qu'aujourd'hui, l'effort qui est fait par rapport à la surveillance de la rame permet de pouvoir adresser d'autres facteurs de risque biologiques que nous pouvons véritablement gérer en Afrique. Et je pense que avec toute cette opportunité qui s'offre à nous, il faut qu'on maintienne une bonne collaboration
entre ceux qui sont spécialistes de la santé environnementale, de la santé humaine et au niveau de la santé animale. C'est un aspect qui est très important. Je pense que depuis la dernière fois que j'ai suivi la dernière présentation, j'ai vu qu'au niveau du Sénégal, il y a cette bonne dynamique qui est là. Et je pense que cette dynamique-là, il faut qu'on puisse maintenir cette dynamique-là au niveau de l'ensemble des pays africains et aussi faire des collaborations entre les pays pour un partage des bonnes expériences. Donc, encore une fois, merci. Et je pense que ce serait intéressant pour nous de pouvoir avoir des collaborations aussi plus directes avec ceux qui sont spécialistes au milieu de la santé environnementale pour qu'on puisse partager nos expériences avec nos collègues du Sénégal et des autres pays. Merci encore et félicitations pour cette belle présentation. Merci, professeur, pour ce travail de qualité qui est fait pour ce partage. Merci beaucoup. Et merci. Merci. Merci beaucoup, docteur Silver. Nous allons enfin donner la parole à docteur Diara Maloum. Et voilà. Docteur Maloum, professeur, si vous êtes toujours en ligne. Bon après-midi. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. Ah oui, d'accord. Merci Vous beaucoup. m'écoutez? Vous m'écoutez, professeur? On vous entend très bien. Ok, bon après-midi à tous. Merci au docteur Diaby de la belle présentation. Moi, c'est Diara Maloum depuis, comme je disais, je m'étais présentée depuis la région de Douala, Tout à fait. depuis le Cameroun. J'ai fini ma formation à l'Institut supérieur des sciences de la santé, option analyse médicale. Là, je suis en stade de perfectionnement. J'ai 3 questions sans plus tarder. Comment les données issues des eaux usées sont-elles intégrées dans le système de santé publique? Ça, c'est la première question. La deuxième, quelles recommandations pour renforcer cette méthode dans les politiques de santé publique? Et la troisième question, quels sont les avantages de la surveillance environnementale par rapport à la surveillance clinique traditionnelle? Merci. Merci beaucoup, Diara, pour cette série de questions. Merci, professeur. Merci aussi à vous. Je pense que nous sommes au terme donc, des différentes interventions. Sinon, je vois encore la main de Oumar Ba. C'est une ancienne main ou c'est une nouvelle main, docteur Ba? Alors, docteur Ba, pour 2 minutes, s'il vous plaît. On est presque au terme de l'heure qui nous était impartie. Docteur Ba. C'est une ancienne main, il avait déjà parlé. Ah, c'est une ancienne main. Voilà, maintenant nous allons donner la parole à docteur Diaby et ensuite au professeur Seynaboulo parce qu'il y a des questions quand même d'ordre politique qui sont posées. Docteur Diaby, à l'unanimité, les participants quand même ont apprécié la pertinence de la présentation. Vous êtes interpellés notamment sur des questions qui sont spécifiques au laboratoire, mais également sur des questions qui sont liées à la coordination et au système de surveillance au niveau national. Vous avez la parole, docteur Diaby. Ensuite, on pourra donner pour 5 minutes la parole au professeur Seynaboulo pour un complément d'information par rapport à toutes ces interpellations. Merci. Merci beaucoup, Madame Sen. Merci à toutes et à tous pour les brillantes questions et aussi pour beaucoup de contributions. Nous avons pris note et ça donne même des idées. Donc, pour les questions de Papy et de Descartes aussi, je pense, relatives aux méthodes et aux coûts. En fait, pour la RAM, c'est les méthodes classiques qui sont utilisées. On peut utiliser, bien entendu, les méthodes moléculaires, mais pour la RAM, c'est vraiment les méthodes classiques qui sont utilisées. Donc culture bactérienne, les tests de diffusion, c'est ce qui est fait de manière classique pour la RAM. La PCR, les méthodes moléculaires interviennent quand on surveille des virus. Si vous voulez surveiller la COVID ou bien d'autres virus, vous êtes obligé, parce que même chez les humains, on ferait des tests PCR pour détecter ces maladies-là. Pourquoi je dis c'est moins cher? C'est parce que tout simplement, si vous voulez voir est-ce que les gens ont la COVID, vous devez tester des centaines de personnes, vous ferez la PCR. Or, pour ces mêmes centaines de personnes, vous faites un seul échantillon d'eau usée et vous avez l'information. C'est là où je dis c'est moins cher et je pense que ça répond également à la préoccupation de Descartes parce que la RAM, on peut bien sûr faire ça avec la PCR, mais on fait ça essentiellement avec les méthodes classiques. Donc, pour Emilienne,
quelle est la cause du manque d'intérêt pour la surveillance environnementale? Ça, c'est une question qui se pose à nous tous, hein. Parce que je pense que la compétence, elle est là. Tous les laboratoires qui travaillent sur la microbiologie pourraient aussi travailler sur la surveillance environnementale. Voilà, maintenant, ces rencontres-là, c'est le moment de plaidoyer pour que chacun d'entre nous, en ce qui le concerne, fasse le plaidoyer. Et au Sénégal, on est en train de faire des pas, j'y reviendrai. Et on est en train de faire des pas, justement. On a été invité au ministère de la Santé pour faire une présentation, justement, du travail que nous faisons. Et de plus en plus, on est intégré dans la réflexion sur le One Health. On est dans les instances de discussion et de décision. Je pense qu'il faut de la volonté politique très forte pour que la surveillance épidémiologique qui se fait au niveau clinique se fasse également au niveau de l'environnement. Professeur Seynabou, c'est des contributions. Merci, merci beaucoup. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour la microbiologie au niveau de notre pays. Sidi Sen également, merci beaucoup, docteur, hein. C'est des propositions également, disons, une contribution que nous prenons à notre compte et nous marquons notre disponibilité, en tout cas, pour collaborer. Pour docteur Magat John, il y a deux questions, j'ai noté ça. Les défis, je pense, c'est l'institutionnalisation. Parce que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est de la recherche. On le fait dans le cadre de nos projets de recherche dans notre laboratoire. Ce n'est pas quelque chose qui est institutionnel. Bien entendu, nous travaillons avec les institutions. La modératrice, elle est la directrice régionale de l'assainissement à Dakar. Nous collaborons beaucoup dans des projets ensemble. Nous collaborons également avec des gens du ministère de la Santé. Mais la surveillance environnementale, à part le poliovirus, n'est pas institutionnalisée. C'est ça le grand défi. Il faudrait que ça soit institutionnalisé. L'intégrer dans les données pour une surveillance et pour une meilleure compréhension, nous, on ne demande que ça. Pour l'instant, comme je l'ai dit tantôt, on est seulement dans des projets de recherche et bien entendu, nous partageons donc nos données, nous faisons des présentations, nous faisons des policy briefs à l'attention des autorités. Mais aujourd'hui, notre combat, c'est même aussi un défi. C'est vraiment que ce soit complètement intégré, comme c'est le cas pour la polio, pour que ces données-là puissent être utilisées. Professeur Rasmata, c'est vraiment magnifié sa présence et d'avoir pris le temps de nous écouter et de contribuer. Donc, merci beaucoup. Monsieur Ba Omar, est-ce qu'il y a, en dehors des eaux hospitalières, est-ce qu'il y a un système de surveillance? En fait, il n'y a pas un système de surveillance institutionnel, comme je viens de le dire. Tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est dans le cadre de projets de recherche. Et notre objectif, c'est d'amener les autorités à systématiser cette surveillance-là, comme c'est le cas déjà pour le poliovirus, comme je l'ai dit tantôt. Donatien, donc, a fait plutôt une contribution en essayant de répondre justement aux préoccupations des collègues sur les méthodes classiques et les méthodes génomiques. Je pense qu'il faut les deux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut toujours faire avec les méthodes classiques de culture bactérienne quand on sait ce qu'on cible. Parce que chaque bactérie a son milieu de culture. Quand on sait les bactéries que nous ciblons, on peut aller directement chercher les milieux de culture et faire la culture. Pour la rame, comme je l'ai dit tantôt, on fait les méthodes de culture. Mais quand on veut chercher les virus, on est obligé de nous orienter vers les méthodes moléculaires. Et dans un pays, on peut collaborer. Si vous n'avez pas les outils moléculaires, peut-être un labo d'une autre université ou bien de votre université ou bien d'un institut de recherche a ces outils-là et on peut collaborer. Docteur Diallo de Saint-Louis, je suis content de votre question. Il y a un cadre, il y a une instance, il y a ce qu'on appelle, peut-être le docteur Seynabou y viendra, on a le Haut Conseil pour la sécurité sanitaire, One Health au Sénégal, qui est logé à la primature et qui est créé par décret, qui est logé au niveau chez le Premier ministre. Et ce Haut Conseil, en fait, c'est multisectoriel. Tous les secteurs y sont, santé animale, santé humaine, végétale, environnementale, le sociologue, tout le monde est dans ce comité-là. Et donc, qui fait la coordination et qui tient, justement, il y a même un groupe technique de travail sur la RAM, où nous tous, on est membres. Et de plus en plus, nous travaillons justement pour avoir une plateforme où toutes les données pourront être intégrées. Donc, l'instance existe. Donc, pour M. Dika du Togo, c'est plutôt aussi un partage d'expérience sur la surveillance de l'air. Effectivement, la surveillance de l'air aussi, c'est de la surveillance environnementale. Et comme il a dit, il y a des choses qui peuvent se faire facilement, donc avec la culture bactérienne. Il y a des choses qui sont un peu plus difficiles, pour lesquelles on fera appel aux méthodes moléculaires. Donc, Silver, lui, a plutôt fait une contribution
et a aussi partagé son expérience de surveillance environnementale dans les usines. Merci beaucoup. Et puis, Dr Diarra Maloum du Cameroun a posé 3 questions, donc très précises. Donc, comment les données sont intégrées? Comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas encore une plateforme d'intégration donc au niveau national. Donc, pour l'instant, ce que nous faisons, on envoie les rapports, on envoie les données au niveau du ministère de la Santé. Mais pour ce qui est du poliovirus, quand même, il y a un système, il y a un programme national de surveillance où les données sont directement intégrées et des communiqués régulièrement faits par le ministère de la Santé sur les détections du poliovirus dans l'environnement. Nous voudrions que ça arrive également dans d'autres. Peut-être on ne peut pas tout surveiller, mais on peut surveiller les maladies prioritaires comme la vallée du Rift, comme les chikungunya, comme Zika, comme Ebola, etc. C'est des maladies qu'on peut surveiller donc facilement dans l'environnement, y compris maintenant la résistance aux antimicrobiennes qu'on peut surveiller avec les méthodes classiques. Voilà, ça répond un peu aussi avec votre deuxième question. Donc, comment on peut intégrer la surveillance environnementale dans les systèmes de santé publique? Ça, c'est une volonté. Dans la stratégie du Sénégal, c'est inscrit. La surveillance de l'environnement est inscrite dans le programme, dans le document du Sénégal. Aujourd'hui, on le met en œuvre sur le poliovirus. Je pense qu'il y a une volonté, s'il y a une volonté politique, on le met en œuvre également dans d'autres matrices en surveillant d'autres pathogènes. Et on collabore très bien avec les services en charge de l'assainissement. Et ces services-là sont même formés pour collecter les échantillons. Ce qui fait que les laboratoires vont juste attendre qu'on les amène les échantillons pour faire les tests. Donc ça, c'est une volonté politique. Et les avantages, je l'ai dit tantôt, c'est d'abord les coûts. Parce que, comme je l'ai dit et répété, analyser quelques échantillons d'eau usée, quelques échantillons de l'air, c'est beaucoup moins cher que d'analyser des milliers d'échantillons prélevés chez les humains. Donc, ensuite, c'est un système d'alerte précoce. On a l'information. Même si on n'a pas encore de cas cliniques, on peut avoir l'information parce qu'on peut voir que tel pathogène ou telle chose circule dans l'environnement. Et donc, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, je voudrais encore une fois vous remercier toutes et tous et remercier particulièrement Mme Sen. Et je dois vous dire ici, moi, je dois ma présence dans la One Health au Sénégal à Mme Sen. C'est notre avocat. C'est elle qui nous a toujours donc, défendu jusqu'à ce que les gens maintenant nous connaissent et nous invitent maintenant dans les instances de discussion de la One Health. Et remerciements également à professeur Seynabou. Merci beaucoup, Dr Diaby. En tout cas, nous réitérons nos remerciements et nos félicitations pour tout ce que vous faites pour la surveillance environnementale, l'implémentation de la surveillance environnementale au Sénégal, qui est encore très, très timide dans nos pays. Mais vraiment, grâce à vous, vous êtes en train de balayer le terrain et de préparer le terrain pour que la surveillance environnementale au Sénégal quand même prenne forme. Félicitations, Dr Diaby. Nous allons maintenant, pour 2 minutes, donner la parole au professeur Seynabou pour compléter s'il y a des choses à son niveau qui n'ont pas été abordées. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Sen. Je pense que le docteur Diaby a fait vraiment le tour de toutes les questions. Hein. Il a bien en tout cas, répondu à toutes ces interpellations. Moi, peut-être je voudrais insister sur 2 éléments. Le premier, c'est là où il a terminé. Le secteur de l'environnement a toujours existé. Et les chercheurs qui sont dans l'environnement également ont toujours fait du travail, mais c'est parce qu'ils ne sont pas connus. Donc, moi, je vais militer quand même, faire un plaidoyer pour la vulgarisation de tous ces travaux-là qui sont faits et qui sont peut-être partagés dans un groupe restreint. Mais si on voit aujourd'hui toute la communauté qui s'est connectée, on voit qu'il y a très peu d'environnementalistes, il y a beaucoup plus de participants venant du secteur humain ou du secteur animal. C'est normal, mais c'est un thème qui est passionnant. Parce que si c'était pas ça, on connaissait le sujet. Donc, les gens pouvaient se dire non, moi, je vais pas me connecter parce que ça parle de l'environnement, mais on sait que ça va nous apporter quelque chose. Et vraiment, Dr Diaby a été à la hauteur des objectifs auxquels on l'attendait. D'autres éléments, c'est revenu plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des instances de coordination? Oui, il y a des instances de coordination. Il a parlé du Haut Conseil de sécurité sanitaire, One Health, qui est logé au niveau de la primature, au plus haut niveau. Et dans ce Haut Conseil, je pense que tous les ministères sectoriels sont des membres. Et nous qui sommes des acteurs également, nous sommes des membres avec des groupes thématiques de recherche. Et nous faisons partie du groupe thématique RAM. Ce qui manque peut-être, c'est en fait le public, le grand public ne connaît pas ce que l'on fait.
Et maintenant, c'est à nous de voir quelles sont les voies et moyens, les stratégies à adopter pour que tout ce que l'on fait soit connu de tous. Parce que quelqu'un qui sait que quand il a des eaux usées, ces eaux usées peuvent rendre une population malade. Je pense que cette personne-là serait vraiment bien conscientisée si elle connaissait l'impact que peuvent avoir ces eaux usées dans la santé de la population de façon générale. Parce que les eaux usées, non seulement c'est pour la population, mais également l'environnement, c'est-à-dire comment dirais-je, la culture maraîchère, tout ce qu'on mange, en tout cas, tout ce qui tourne autour des personnes. Donc, on a intérêt quand même à préserver notre environnement. Et l'autre aspect, c'est vraiment au niveau des régions. Il y a Thierno Madi Diallo que je salue de passage. Parce que peut-être ceux qui sont entre Dakar et Thiès, ils connaissent les stations d'épuration, ils connaissent le traitement des eaux. Mais dès qu'on va dans les eaux, dans les zones les plus périphériques, on n'a plus ces notions-là. Et donc, moi, je pense qu'il faut aussi des relais au niveau des régions. Vous avez une représentation au niveau régional et ça doit être le cas au niveau départemental, au niveau vraiment déconcentré, parce que la population également a besoin de savoir ce qui se passe. Parce que la santé, elle coûte très cher. Et vraiment, on milite pour avoir une bonne santé. Et si toute la population est bien conscientisée, bien sensibilisée, avec maintenant les moyens de l'État, parce que éliminer des déchets, traiter des eaux usées, c'est pas à la hauteur de certaines populations et il faudrait que les services techniques de l'État également y participent. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est pas la première, en fait, c'est pas l'unique session sur l'environnement, on fera d'autres sessions sur l'environnement. Et je pense que ceux qui sont également dans les structures hospitalières, on peut faire des travaux multisites même, parce que dans cette plateforme ECO, on a des gens qui sont connectés et qui nous viennent de partout. Donc, on peut imaginer, réfléchir ensemble sur un projet de recherche, une étude multisite, et où chacun va apporter sa pierre dans l'édifice. Et les résultats vont être partagés et pourront être bénéfiques pour tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette session. Madame Sen, bravo pour la modération. Merci, Dr. Diaby. Merci à tous les participants. Et n'oubliez pas de répondre aux questionnaires, parce que ça va nous permettre également d'avoir des pistes de réflexion sur les prochaines sessions concernant l'environnement. Moi, je vais en fait, je vais me transformer en avocate de l'environnement, Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur Lo. En tout cas, permettez-moi donc vraiment de placer un petit mot, surtout par rapport aux différentes interventions, sur les aspects purement politiques, parce que moi, je suis sur les questions politiques. Je suis au ministère, donc je gère les questions politiques, moins opérationnelles. On nous a interpellés sur les aspects purement de cadrage, hein, programmatique. Au niveau du Sénégal, nous avons un protocole national de surveillance environnementale de l'ARAM qui est validé avec toutes les parties prenantes, tous les ministères sectoriels concernés. Et c'est un protocole maintenant qu'on va commencer à implémenter ces jours à venir. Permettez-moi donc de remercier tout un chacun, tous les participants qui ont donc pris part à cette rencontre. Je vais également donc féliciter la plateforme ECHO. C'est une plateforme d'échange, de mentorat, mais également c'est une plateforme d'apprentissage et qui a permis donc aujourd'hui de mettre en commun plusieurs secteurs et plusieurs acteurs, du plus haut niveau jusqu'au niveau opérationnel. Moi qui vous parle, je ne suis pas sur les questions de laboratoire, je suis sur des questions purement politiques liées donc à l'assainissement, à l'environnement. Mais grâce à cette collaboration aujourd'hui, je comprends comment maintenant on doit orienter nos politiques en matière de surveillance environnementale, comment la surveillance environnementale est importante, comment le fait de travailler de manière intersectorielle également nous fera donc avancer dans nos indicateurs respectifs. Et vraiment, c'est tout à l'honneur vraiment de cette plateforme. C'est ça, on est donc au terme de l'heure qui nous était donc accordée. Je vous remercie et félicite encore tous les participants et Dr. Diaby également qui a fait cette brillante présentation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À tous les participants. Allez, au revoir. Merci, professeur. Merci. Voilà. À tous les frères et à tous les professeurs Allez, également. merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Pour cher cette maître. brillante- Merci. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Bye Merci. bye. Merci. Bye bye. Merci beaucoup, Merci. professeur. Merci. Allez, au revoir. Félicitations encore. Merci à tout le monde. Et on Très attend bien. des présentations nous venant de la sous-région.
Ouais, Ah, absolument. ok. Au revoir, Adjaratou Traoré. La prochaine session, Adjaratou Traoré. Ok, allez, félicitations encore. Merci. Très pragmatique. Oui, merci à tout le monde. À la prochaine session. À la prochaine session. À Merci la beaucoup. prochaine session. Merci, alhamdulillah. Merci beaucoup. Alhamdulillah. À la prochaine, Inch'Allah. Allez, au revoir. Merci.